Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr. J'ai testé le Mi Max, c'est parti. Nous allons commencer ce test en faisant le tour du smartphone. Sur l'avant, nous avons un écran de 5,5 pouces qui provient de chez Sharp. Donc un écran IPS Full HD. Nous avons sur le dessus de cet écran l'écouteur pour les appels. Nous avons aussi les capteurs de proximité et de luminosité. Et le capteur frontal de 5 millions de pixels. Sur le bas, nous avons ici une LED et des touches sensitives qui sont à programmer. On verra ça tout à l'heure. Donc retour et paramètres, menu, et on peut les inverser. Sur la tranche droite, nous avons ici le bouton on-off et les touches volume haut et volume bas. On peut également remarquer qu'ils ne sont pas vraiment centrés. Sur la tranche gauche, nous avons ici le lecteur double SIM ou une SIM et une carte micro SD jusqu'à 256 Go et un bouton d'accès rapide à une application. Sur le haut, nous avons ici le port jack 3.5 mm et sur le bas, la sortie audio et le port micro USB type C. À savoir que la sortie audio, il n'y a qu'un haut-parleur ici, c'est tout simplement pour de la décoration. Sur l'arrière, nous avons deux bandes plastiques qui peuvent s'enlever si on souhaite démonter le smartphone. C'est ce que j'ai vu sur d'autres tests étrangers. Donc du plastique avec un corps tout en métal, les boutons en métal également, le capteur dorsal de 13 millions de pixels, un double flash LED, un scanner d'empreinte digitale, la marque et quelques certifications sur le bas. Les touches physiques font également du bruit, comme on peut entendre. Pour le reste de la fiche technique, nous avons un processeur 8 Hz cadencé à 1,8 GHz de chez Mediatek, donc le MT6755, plus connu sous le nom de Helio P10. Nous avons 3 Go de RAM, donc 3 Go de RAM qui proviennent de chez Samsung, LPDDR3. Nous avons une puce graphique Mali T860 et 16 Go de mémoire interne. Quand on lit la fiche technique sur le site du Mi ou dans les boutiques qui le commercialisent, on peut trouver une image qui montre d'où proviennent les pièces. Donc le processeur de chez Mediatek, l'écran de chez Sharp, la RAM de chez Samsung, la batterie de 4000 mAh provient de chez Sony et le port USB type C de chez Foxconn. On a un design tout en aluminium, les rebords légèrement biseautés. On a vraiment quelque chose de pas mal au visuel. Ce qui est vraiment dommage, c'est que les boutons ne soient pas centrés. Le design reprend globalement celui d'HTC ou même des OnePlus, surtout au dos. C'est un design qui me plaît, surtout l'aluminium. Par contre, l'aluminium étant mat, les griffes et les clous, ça pardonnera pas dessus et ce sera vraiment visible. À noter également l'épaisseur du smartphone. Celui-ci est vraiment large. Donc ces parties-là, ce serait sûrement pour démonter le smartphone. Mais il y en a un sur les 4 qui ne possède pas d'encoche. On remarque également que la prise jack est un peu mal finie lorsque l'on passe son doigt dessus. On sent les chanfreins et on sent que le plastique a été mal coupé. En soi, de légers défauts visuels, mais qui gênent en rien l'utilisation au quotidien, et c'est le principal. Encore défaut, ce que je dis pour les chanfreins, c'est sûrement pas des défauts, mais c'est juste dommage que ce soit aussi apparent. Concernant l'ergonomie, c'est vraiment assez compliqué. Le bouton d'accès rapide est accessible, le bouton on-off et volume également. Mais si vous souhaitez accéder au bas du smartphone, il faudra relâcher un peu celui-ci ou le tenir vers le bas. Et idem pour aller vers le haut. Une deuxième main sera donc préférable pour l'utiliser. L'écran est plutôt bon, le 2.5D reste toujours agréable. Petit point noir, on ressent vraiment le plastique lorsque l'on arrive sur les rebords de celui-ci. Et en plus de cela, il est légèrement surélevé du châssis. Ce qui fait que le plastique est là pour bien le maintenir. Cela dit, les couleurs sont bonnes, c'est pas trop saturé. Par contre, vous avez accès à Miravision. Qu'est-ce que Miravision? Miravision est un paramétrage de l'affichage qui permet tout simplement d'améliorer la saturation des couleurs. Ici, on peut apercevoir que nous sommes en dynamique et lorsque je désactive, on voit clairement une différence. Et c'est la même chose pour l'effet de couleur. Lorsqu'on active l'effet de couleur, on a quelque chose de différent. Cela permet d'adapter l'écran à votre confort visuel. Le gros point noir de cet écran, c'est sûrement
pour ce terminal, ou une série particulière, ou je ne sais pas du tout, il y a une grosse tache sur l'écran. Ici, vous n'allez rien voir. Nous sommes sur un fond noir, mais lorsqu'on est sur un fond blanc, je vais mettre le blanc, on voit qu'il y a une tache juste ici. Et cette tache est quand même énorme. Je ne sais pas si c'est de l'air coincé entre le tactile et la vitre, si c'est un défaut de fabrication, si l'écran supporte mal la chaleur, comme certains abonnés ont pu me le faire remarquer plusieurs fois. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais ça peut être très gênant lorsque l'écran sera blanc ou lorsque vous allez regarder quelque chose de clair sur votre smartphone. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass 3. Donc le problème est interne, il n'a jamais été utilisé lorsque je l'ai déballé. Reste à se renseigner et trouver la raison du problème. L'autre petit point noir, c'est la luminosité. Je suis au maximum en extérieur. Sincèrement, c'est lisible, mais moyennement lisible. Et surtout lorsque vous allez avoir un bon rayon de soleil sur l'écran, vous allez apercevoir le tactile. Ça peut être gênant, on est sur un smartphone pas trop cher, mais il faut le signaler. UMI a ajouté quelques fonctionnalités. On commence déjà avec les boutons de la barre de navigation. On peut choisir entre la barre de navigation et la barre de navigation sensitive, c'est-à-dire ici. Là, nous avons la touche retour, ici, la touche menu multitâche et la lettre de notification sert de bouton Home. En appuyant, vous accédez au multitâche. Dans tous les cas, vous pouvez retourner, si vous le souhaitez, au bouton virtuel. La deuxième chose est que l'on peut cacher les boutons virtuels grâce à cet ajout ici. Lorsque vous visionnez une vidéo, une photo ou un autre multimédia, la barre peut rester un petit moment. Là, vous pouvez la cacher de suite. La deuxième petite fonctionnalité est l'arrêt de tâches de fond. Vous avez donc une liste de vos applications et vous n'avez plus qu'à les choisir pour limiter les applications en arrière-plan. Vous aurez également plusieurs profils à paramétrer pour l'économie d'énergie. Une fonction pour booster votre téléchargement, donc téléchargement turbo, est présente. Il faudra choisir le réseau 3G ou 4G et pour les fichiers plus volumineux que 20 MO. Nous allons maintenant voir le bouton sur la tranche droite qui sert de touche raccourci. On peut le désactiver, le réactiver et donc choisir une application. Moi j'ai donc choisi l'appareil photo et lorsque je veux l'activer, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et l'appareil photo s'active. Lorsque je veux quitter, je rappuie une deuxième fois et ça me ramène sur la page d'accueil. Bien évidemment, vous pourrez lancer vos SMS, votre application d'appel ou même Internet ou YouTube si vous êtes accro aux vidéos, c'est pas un problème. Ce bouton s'active même lorsque le smartphone est en veille. Il vous suffit d'appuyer dessus, ça ne se lance pas. Ce qu'il faut faire, c'est déverrouiller le smartphone et donc appuyer dessus. Et l'application est lancée. Il vous suffit juste de rappuyer pour quitter. Mais il faut impérativement que le smartphone soit sur l'écran de déverrouillage et déverrouillé pour l'activer. La LED Harlequin de notification est également paramétrable. Vous n'êtes pas obligé de l'activer. Vous pouvez l'activer pour vous indiquer si la batterie est faible ou non, pendant le chargement ou non, les notifications manquées, donc les appels, les messages et les appels manqués sont tous paramétrables. Vous pouvez choisir une couleur pour pouvoir dissocier vos notifications. Vous pourrez également mettre, pour les appels entrants et durant la veille du smartphone, choisir une couleur pour savoir quand est-ce que vous avez eu un appel ou même lorsque votre smartphone est en veille. Et s'il est en veille, vous le verrez, quoi qu'il arrive, sur votre écran. Nous allons passer au scanner d'empreinte qui se situe au dos du smartphone. UMI indique sur son site que le smartphone est capable de déverrouiller 0,1 seconde. Dans les faits, non. Et c'est là le gros problème. C'est que la durée de déverrouillage est aléatoire. Mais ça fonctionne. C'est le principal. On est sur un scanner d'empreinte de deuxième génération, donc 3D, et qui arrive à prendre l'empreinte sur 360 degrés. Ça vous amène sur la page d'accueil, vous n'êtes pas bloqué sur l'écran de déverrouillage et c'est pas mal. Pour ma part, ce scanner d'empreinte est accessible. Le seul problème, c'est que à force de faire ça à longueur de temps, si je devrais lire mes notifications à longueur de journée, ça m'ennuierait vraiment parce que ça, comme le smartphone est déjà large, la prise en main n'est pas très agréable. Au final, on se retrouve avec une petite douleur au niveau de la main et surtout au niveau du doigt, et c'est vraiment gênant. Pour les personnes qui vont utiliser ce scanner d'empreinte à longueur de journée, ça va pas être agréable pour vous. C'est juste de temps en temps, vous ne consultez pas énormément votre smartphone ou alors vous n'avez pas énormément de notifications à longueur de journée.
Pourquoi pas, ou juste le mettre lorsque vous travaillez ou lorsque vous êtes à un endroit avec des personnes dont vous n'avez pas confiance. On change de registre, on passe au multimédia et notamment à la photo. Globalement, les capteurs photo proviennent de chez Panasonic et ne sont pas terribles. Ici, nous avons le mode normal, le mode PIP, donc pour prendre un double cliché, et le mode panorama. Pas beaucoup d'options. Le gros avantage de ce capteur, c'est tout simplement que l'on peut garder le format 13 millions de pixels, que ce soit en 16 neuvième ou en 4 tiers. Et c'est exactement la même chose lorsque on va prendre un selfie. L'autre bon point de ce capteur, c'est l'autofocus. Lorsque vous allez changer d'objet, l'autofocus, sinon dans l'ensemble les clichés, rapidement. C'est correct. Voilà, on a quand même un peu de détails sur ton extérieur, c'est vraiment pas mal. Le gros problème, c'est que ça reste terne. Donc, on va regarder d'autres clichés pris. Je cherche, ils sont un peu loin. On peut voir là en intérieur qu'il y a du détail. Par contre, sur PC, vous allez avoir quelque chose avec un peu plus de flou. Sur smartphone, c'est super bien. Donc, pour visionner sur ce smartphone, ce sera vraiment pas mal. On a des couleurs qui sont correctes, surtout pour les objets en premier plan. Mais lorsque l'on va prendre quelque chose d'assez loin, on va commencer à avoir moins de détails, de moins bonnes couleurs. Le mode HDR, il va pas servir à grand chose, sauf à brûler un peu plus le ciel, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très terne. C'est vraiment très terne. Lorsque je zoome, voilà, ça zoome pas plus. De toute façon, on perd pas de détails, on voit pas énormément de défauts, il y a du grain. Les couleurs sont quand même correctes. Mais c'est l'ensemble de la scène qui est terne. En HDR, on a vraiment quelque chose de plus clair, qui peut mieux se regarder. Et sur certaines conditions, vaudrait mieux préférer le HDR. Pour le selfie, c'est pareil. On a quelque chose qui est correct avec le capteur Tivian 2 chez Panasonic avec un manque de détails. Le mode HDR va complètement éclaircir le cliché, même le brûler. On n'aura plus de détails, on va même avoir des flous lorsque l'on va trembler. Globalement, la caméra frontale est correcte, mais sans plus. Ce sera bien pour partager sur les réseaux sociaux, mais pas pour en tirer de vraies bonnes photos. C'est la même chose pour la vidéo. Le stabilisateur fait plus ou moins le travail, enfin, ça reste correct. Par contre, on perd le focus automatique et on est obligé de faire la mise au point manuelle. Donc forcément, si vous le faites manuellement, ce sera comme en photo. C'est soit vous aurez un cliché totalement sombre, sans détail, ou soit vous aurez un cliché totalement brûlé. Je mettrai d'autres échantillons sur YouTube et même sur le test écrit. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis sur ces clichés. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais globalement, l'appareil photo, c'est vraiment moyen. En ce qui concerne l'audio, donc nous n'avons qu'un haut-parleur. Il se situe ici. Là, c'est juste de la décoration. Ce haut-parleur n'est pas très puissant. Vous aurez vraiment quelque chose de très bas. Et tout dépendra du fichier audio. C'est-à-dire que certaines musiques ressembleront plus à du bruit que de la musique. Par moments, les basses ne seront pas très bonnes. Par moments, on n'entendra même pas les artistes chanter. On peut avoir parfois quelques grésillements. Tout dépendra vraiment du fichier audio. Je vais vous faire écouter ça de suite. Vous ferez votre propre avis. Mais globalement, ça reste vraiment très moyen. Pour ce qui est des performances de jeu, les jeux 3D tournent bien. Je suis sur Ray Racing 3, je l'avais désinstallé parce que ça m'avait bouffé un peu d'autonomie à cause des données en arrière-plan. Mais globalement, ça tourne. Vous aurez de légères saccades, mais vraiment de légères. Lorsque vous serez connecté à vos données mobiles ou même en Wi-Fi, vous aurez de légères saccades également. Mais globalement, ça tourne. Je lance ça. Bien évidemment, lorsque vous allez jouer vraiment longtemps à un jeu 3D, le smartphone va chauffer et il faudra laisser se reposer. Mais ça reste pas bouillant non plus. Mais dans tous les cas, le processeur MediaTek MT6755 fait son travail. Ça tourne super bien. Pour la navigation web, que ce soit en 4G ou même en Wi-Fi, les temps de chargement sont quand même raisonnables. On peut apercevoir que le site est chargé en 5-6 secondes, c'est plutôt pas mal. Un article également. Donc, niveau lecture, c'est bien, c'est rapide, c'est fluide. Il n'y a aucun problème pour la navigation web. Pas de gros problème aussi sur le multitâche. Vous voyez, je peux relancer une application, fermer.
en relancer une autre derrière. Voilà, c'est sur les dernières que j'avais lancées. Pour les résultats benchmark, etc., vous aurez tout sur le site. Mais globalement, on est vraiment sur quelque chose de milieu de gamme qui fait son travail et qui est plutôt pas mal sur les stores. L'autonomie, elle est plutôt correcte. Là, j'ai poussé le smartphone et je ne sais pas si j'aurai le graphique là. Pour le charger, c'est vrai que j'avais mis plus de 2h30. Donc ça prend du temps à charger. Voilà, 20h, 22h, 22h30. J'étais à 15%, pour le charger à 100%, j'ai mis 2h30, voire un peu plus de 3h si vous êtes vraiment en rate de batterie. Par contre, pour l'utilisation, j'ai fait 3h30 d'écran allumé. 2h30, c'est vrai que c'est long pour le chargement. Au final, vous ferez votre journée sans vous inquiéter, même en poussant le smartphone. Parce que sur cette utilisation, j'avais joué à Ray Racing un bon 3/4 d'heure de la journée, Rayman également, j'avais été sur les réseaux sociaux, j'avais fait des tests benchmark. Tout y est passé et au final, j'ai fini la journée à 15%. Donc, vous n'allez pas faire ça tous les jours, vous n'allez pas pousser votre smartphone à fond tous les jours. Si c'est un smartphone secondaire, vous ferez amplement 2h30, voire 3 jours, si vous l'utilisez que chez vous. Si c'est votre smartphone principal, vous ferez votre journée sur certains, voire une journée et demie. Le smartphone chauffe lorsqu'il est poussé, surtout en jeu 3D, mais on peut apercevoir qu'il ne dépasse pas les 40 degrés. Donc ça chauffe, mais il refroidit assez rapidement. Il est maintenant temps que je vous donne mon avis global sur ce Umi Max. On a un très joli smartphone. Le design, faut pas se le cacher, il est vraiment pas mal en aluminium, c'est très agréable à l'utilisation. Ça fait toujours plaisir de sortir un beau smartphone. Et la LED Harlequin ne me gêne pas du tout, celle qui apparaît. Elle peut être stressante parfois quand on est dans le noir, mais ça va. Globalement, on a un smartphone qui est vraiment esthétique, qui est vraiment pas mal à regarder. On a également un scanner d'empreinte qui est fonctionnel, pas très rapide, je l'admets, mais fonctionnel. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est vraiment ce qui sauve le smartphone avec l'autonomie, qui vous permet de faire une journée, voire une journée et demie. Pour les points négatifs, il y en a pas mal, malheureusement. On a les finitions, notamment avec les boutons qui font un peu de bruit. On a la sortie audio qui est vraiment pas très bonne, qui est moyennement bonne, j'ai envie de dire. On a les capteurs photo qui sont vraiment ternes. Parce qu'ils ne seraient pas ternes, on aurait quelque chose vraiment de correct, mais là, c'est pas le cas. Et la tâche sur l'écran. Parce que sans ça, il y aurait vraiment aucune gêne. Le smartphone serait vraiment bon. Pour 139 €, on aurait vraiment un smartphone qui tient le coup. Parce que le processeur fait tourner les jeux 3D sans trop de saccades. On a un multitâche qui est fonctionnel. On a tout qui est fonctionnel sur ce smartphone, hormis des défauts de fabrication. C'est vraiment le reproche. À qui je conseille ce smartphone? À 139 €, il sera destiné aux utilisateurs qui cherchent un smartphone en dessous de 150 € et qui se moquent un peu des petits défauts de fabrication, du moins surtout de finition. Le gros problème, c'est vraiment la tâche sur l'écran. Et ça, je ne peux pas vous garantir qu'à la livraison, vous aurez un smartphone avec cette tâche ou non. Reste à savoir si c'est vraiment tous les Umi Max qui ont ce problème. Mais globalement, c'est un smartphone qui fait tout tourner, qui est pas mal. Donc pour 150 €, ceux qui cherchent un smartphone, un petit budget avec un smartphone esthétique, pourquoi pas. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant cet Umi Max, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires ci-dessous ou même dans le test écrit qui sera dans la description. Vous pourrez également me poser toutes vos questions si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres smartphones testés sur avimobile.fr et nous on se retrouve bientôt pour d'autres tests. À bientôt.